Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de l'IAE qui va s'articuler autour du diagnostic des épilepsies du nourrisson. Donc aujourd'hui, on aura une première partie de la présentation suivie par une partie des questions-réponses avant de clore le webinaire. Et pour ça, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Michel Arnaud, qui est neurologue, neuropédiatre, neurophysiologiste clinique et épileptologue, aussi le directeur général du Centre hospitalier régional de Mélène, c'est au Gabon, maître assistant à la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé et secrétaire général de la Société gabonaise de neurologie, SOGAN. Il est vice-président de l'AFAN pour la section Afrique centrale et vice-président de l'Alliance contre l'épilepsie, toujours pour la section Afrique centrale. Docteur Michel Arnaud, vous avez la parole. Merci, Dr Tiffany. Merci également aux organisateurs de la Ligue internationale contre l'épilepsie, aussi bien dans sa section africaine que dans sa section globale, de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation en ce jour. C'est donc avec plaisir que nous allons parler du diagnostic des épilepsies du nourrisson. Avant de poursuivre, nous déclarons vite fait que nous n'avons aucun conflit d'intérêts et aussi nous tenons à préciser que nous n'allons pas aborder l'aspect thérapeutique parce que nous avons eu 1 heure pour parler du diagnostic. Un autre point aussi à connaître d'entrée, nous n'avons pas mis de vidéo pour des raisons de bande passante qui peuvent varier d'un pays à un autre et après c'est plus laborieux qu'autre chose. Au terme de notre présentation, nous nous sommes assignés 5 objectifs. Distinguer une crise épileptique, des événements non épileptiques, décrire la sémiologie électroclinique des principales crises que l'on rencontre chez le nourrisson. Et donc là, on va s'attarder sur la classification aussi bien dans sa version 2017 que sa version 2022. Structurer une démarche diagnostique, clinique, électroclinique, l'imagerie et la génétique, reconnaître les principaux syndromes épileptiques et identifier quelques situations d'urgence. Pour atteindre nos objectifs, voilà, décliner notre plan en 6 points aussi. Quelques définitions bien connues des spécialistes de l'épilepsie. La crise d'épilepsie, nous les avons simplifiées sans trop mettre de technicité, qui correspond à une décharge neuronale excessive et synchrone transitoire à expression clinique motrice, sensorielle, végétative ou comportementale. Et l'épilepsie, ici c'est la définition opérationnelle que nous avons proposée. Il s'agit donc d'une maladie neurologique qui se caractérise par la survenue d'au moins 2 crises non provoquées espacées de 24 heures ou la survenue d'une crise non provoquée avec un risque de récurrence supérieur à 60% ou encore une crise dans un contexte de diagnostic de syndrome épileptique patent. Alors, qu'est-ce que c'est un syndrome épileptique? C'est l'ensemble des caractéristiques électrocliniques cohérentes qui concernent aussi bien l'âge de début, le type de crise, l'aspect EEG, l'évolution et le pronostic, souvent lié à une étiologie propre. Et une encéphalopathie épileptique et développementale et l'activité épileptique elle-même, critique ou intercritique, qui contribuent au déficit cognitif et comportemental au-delà même de l'étiologie sous-jacente. Un mot sur l'épidémiologie. Sur cette image, on voit un patchwork de couleurs qui va du jaune clair à, on va dire, au bronze foncé qui se rapproche du rouge. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les parties les plus claires sont les zones dans lesquelles il y a le moins d'épileptiques pour 100 000 habitants. Et on voit que l'Afrique a les parties les plus sombres
excepté quelques pays au nord de l'Afrique où on a du jaune clair, mais toute la région en dessous du Sahara, on voit que la densité de patients épileptiques est plus importante dans ces zones-là que partout ailleurs, suivent enfin l'Amérique latine et l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale. Ce fait est important à noter parce que derrière cette densité accrue dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, euh, se pose le problème du gap du traitement. À peu près 75% des ressources, on dit, sont disponibles dans les pays où il y a à peu près 10 à 15% des personnes vivant avec l'épilepsie. Donc, dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles, le gap de traitement est plus important et il avoisine jusqu'à 80% dans certaines zones et dans les zones rurales, ce gap est encore plus important. Sur cette image, on voit le marché de l'épilepsie que les industriels ont découpé en 5 zones avec, on a dit, un gap important dans les pays à revenus intermédiaires, donc la zone Afrique et Middle East. Elle correspond à un marché moins important que le marché nord-américain. Et sur cette diapo, on voit par exemple que le marché, on parle de forecast, donc les prévisions du marché en 2030 liées à l'épilepsie seront supérieures à 10 milliards de dollars. Et dans ces 10 milliards de dollars, on l'a dit, seuls 10% sont dédiés à l'Afrique, alors que dans ces zones, donc l'Afrique et les autres pays à revenus faibles, on retrouve le plus grand nombre de patients épileptiques. Pour aborder le traitement, enfin le diagnostic de l'épilepsie, il faut absolument passer par la classification. En 2017, la Ligue internationale nous a offert ce bel outil qui morcelle l'approche de l'épilepsie en 3. Dans un premier temps, sur la colonne du centre, on a l'approche liée à la crise, ensuite liée au type d'épilepsie et enfin au syndrome. Et si on part de la gauche vers la droite, on aura au centre retenu le diagnostic de l'épilepsie, voire du syndrome, et il va falloir identifier l'étiologie. Sur la colonne de droite, on a structuré les 6 différents groupes d'étiologie de l'épilepsie et l'épilepsie n'est pas toujours isolée et il faut donc en déterminer les comorbidités. Donc, vous voyez que c'est toujours une approche en trois étapes. Il y a une structure en trois étages qui va nous permettre de réfléchir sur le diagnostic et partant la prise en charge de l'épilepsie. Cette classification a été, on va dire, améliorée en 2022. Améliorée ou affinée, mais dans tous les cas, modifiée. Et ces 3 images expliquent un peu en quoi. On va faire un focus sur l'enfant, la période d'âge qui nous concerne, et on voit ici euh, que les syndromes épileptiques apparaissent dénommés différemment dans les épilepsies focales. On va parler d'épilepsie autolimitée, par exemple, euh, dans les différents types. Et en ce qui concerne les épilepsies généralisées, là aussi, de nouveaux syndromes apparaissent avec de nouvelles dénominations, hein, comme l'épilepsie myoclonique de l'enfant. Et on voit, il y a des flèches, malheureusement, on ne peut pas pointer, mais vous voyez, il y a comme la bulle, c'est ce qui correspond à l'âge où le syndrome apparaît le plus souvent, mais les flèches de gauche à droite, avec des limites, montrent que ces syndromes peuvent apparaître aussi bien pendant cette tranche d'âge que au-delà. Et dans les syndromes avec encéphalopathie épileptique, encéphalopathie développementale, on a aussi
ici des syndromes clairs comme l'épilepsie à spasme infantile, que l'on appelait anciennement syndrome de West. Il y a des syndromes qui ont gardé leur nom éponymique, hein, comme le syndrome de Dravet, il est resté syndrome de Dravet. On voit également le Lennox-Gastaut aussi est resté tel quel. Qu'est-ce que la classification 2022 nous apporte? On l'a dit, une nouvelle dénomination. Le terme épilepsie auto-limitée apparaît, ce qui indique déjà dans la dénomination de la pathologie la projection vers une rémission spontanée. La rémission spontanée est attendue. L'encéphalopathie développementale et épileptique également apparaît, qui exprime ici un déficit développemental lié aussi bien à l'étiologie qu'à l'évolution de l'épilepsie elle-même. Et le groupe des encéphalopathies épileptiques de l'enfant avec le syndrome de Dravet, le syndrome de West, aussi apparaissent. On a aussi, dans cette classification 2022, les syndromes étiologiques spécifiques qui vont être spécifiquement dus, comme le syndrome de Dravet par exemple, dû à une anomalie génétique sur le canal SCN1A qui caractérise le syndrome de Dravet ou dans les épilepsies structurelles avec les scléroses tubéreuses. Donc, on peut retenir sur la classification que la structure en 3 étages de 2017 reste la même. On détermine la crise, le type d'épilepsie, le type de syndrome, mais il y a une approche différente, plus affinée sur les syndromes épileptiques. Quelques syndromes à retenir parce que leur nom a été modifié. L'épilepsie infantile autolimitée, qui va apparaître entre 3 et 12 mois. Les crises sont généralement focales. Le jet intercrétique est normal et le pronostic, on l'a dit, était favorable. Le spasme infantile, anciennement syndrome de West, entre 3 et 12 mois avec un pic autour de 4-7 mois. Le spasme épileptique est la règle. L'ipsarythmie, qui était la règle en 2017, n'est plus parce que si on a un spasme infantile et un déclin ou une stagnation cognitive, on va retenir un syndrome, enfin une épilepsie à spasme infantile. Le syndrome de Dravet, le nom éponymique est resté. Premier âge, crise fébrile de préférence. Hein, les types de crise, c'est variable, chronique ou tonico-chronique. Au début, le EG est normal et va se dégrader et l'évolution est sévère et on a une forte pharmacorésistance. On va en parler plus tard. L'encéphalopathie précoce, encéphalopathie épileptique précoce, qui regroupe ici deux entités. On va développer aussi plus tard, début autour de 3 mois, et les épilepsies focales migrantes qui commencent avant 6 mois. Cette diapo, je ne vois plus clair. La particularité du nourrisson dans la prise en charge de l'épilepsie. Le nourrisson a un cerveau en maturation avec une myélinisation importante qui va continuer de se faire jusqu'au autour de 9-12 ans. Les connectivités corticales sont également immatures, ce qui va avoir un impact direct sur la phénoménologie des crises. La sémiologie chez le nourrisson sera plus frustre et des fois très peu latéralisée. Les phénomènes vont être ici subtils, discrets, bilatéraux, souvent faciles à méconnaître. Il peut s'agir d'un clignement palpébral, d'une répulsion oculaire, voire juste un arrêt bref d'activité ou une apnée. Ce sont des mamans qui vont consulter parce que ils vont dire que l'enfant a fait un arrêt cardiaque vu qu'il aura eu une cyanose. La démarche diagnostique est essentielle ici. On a un peu fait une présentation à l'envers par rapport à ce qui se fait d'habitude. On a voulu parler
de ce qui n'est pas une épilepsie. C'est ce qu'il faut reconnaître en premier parce que les motifs de consultation vont être fréquents à cet âge et il faut reconnaître tout de suite ce qui n'est pas une épilepsie. Donc, il faut pouvoir, dans notre démarche, éliminer les événements parocystiques non épileptiques du nourrisson. Euh, Si tel est le cas, réfléchir à est-ce qu'il s'agit d'une authentique crise. Déterminer ensuite le type de crise et de syndrome, euh, partant de la clinique, de l'électroencéphalographe euh, ou de la génétique et l'imagerie pour ce qui est des étiologies. Les événements parocystiques non épileptiques du nourrisson, on en a cité quelques-uns. La trémulation néonatale, on va dire de diagnostic facile, tremblement rapide, symétrique, cesse à la contention passive du membre. Les myoclonies bénignes du sommeil, également facile à reconnaître quand on est assez bien entraîné, uniquement pendant le sommeil, disparaissent au réveil ou à la stimulation. Le spasme du sanglot. Alors, le spasme du sanglot est important à reconnaître. Il est déclenché par les pleurs, la frustration, entraîne une cyanose ou une pâleur, voire une perte de connaissance brève. Ici, c'est un phénomène vagal. Pourquoi il est important à reconnaître? Parce qu'à la fin du spasme infantile, de l'épilepsie à spasme infantile, euh, mais le bébé va pleurer. Et donc, même quand on est bien entraîné, on peut se méprendre. Donc, le spasme du sanglot est important à reconnaître et malheureusement, nous avons décidé de ne pas passer de vidéo à cause des problèmes liés aux bandes passantes. Le syndrome de Sandiffer, c'est le reflux gastro-œsophagien du nourrisson. Torsion cervicale, souvent en opistotonose, ça peut mimer une contracture, voire donc une crise tonique. Et le postprandial est la règle. Un torticolis parocystique bénin, ici, va se caractériser par des épisodes d'inclinaison céphalique, parfois une pâleur, où on peut avoir des vomissements, mais il est spontanément résolutif. Le frisson ou shuddering attack, l'attaque de frisson, ce sont des tremblements brefs de la tête, du tronc, et l'enfant est conscient et reste actif avec un bon contact social. Le réflexe de Moreau, ici aussi, il faut le reconnaître, c'est le sursaut physiologique déclenché par un bruit ou un mouvement brusque sans caractère répétitif en salle. Alors, si on a éliminé les événements parocystiques non épileptiques, il faut pouvoir donc reconnaître une crise. Sémiologiquement, la crise peut être euh, une clonie avec des mouvements des flexions-extensions bref répétés et rythmés d'un membre de la face ou du corps entier. Il peut s'agir d'une crise tonique. Ici, il s'agit d'une contraction fixe des membres et du tronc. La crise peut être myoclonique avec des secousses musculaires brèves, soudaines et involontaires, semblables à des décharges ou des chocs électriques. Euh, dans la crise myoclonique, on a souvent un déplacement du membre qui est bref et non soutenu. La crise peut être aussi végétative, on l'a dit, il peut avoir un arrêt des activités, une cyanose, une pâleur, des signes digestifs, des vomissements ou une modification de la coloration cutanée. Il peut également s'agir d'un spasme. On a dit dans la myoclonie, il y avait déplacement de membres soudain, bref, non soutenu, alors que dans le spasme, il s'agit d'un déplacement bref et soutenu bien que ne durant que 1 à 2 secondes. Devant une manifestation épileptique, l'interrogatoire est la règle. C'est une action itérative
qui doit déterminer les antécédents, aussi bien familiaux, personnels, néonataux, périnataux et postnataux de l'enfant, qui doit déterminer la chronologie des événements, le mode de survenue, et déterminer aussi le développement psychomoteur de l'enfant. Il faut rechercher des antécédents familiaux d'épilepsie, même si les phénomènes ne sont pas les mêmes que ceux présentés par un autre membre de la famille. Rechercher une consanguinité familiale, avoir des informations sur le déroulement de la grossesse, l'accouchement, a-t-il eu une notion de souffrance fœtale, une prématurité, voire une grande prématurité, une notion d'infection materno-fœtale ou des décès inexpliqués dans la fratrie. L'âge du début est important à rechercher et la fréquence également, la durée, les horaires de survenue des manifestations pendant la veille ou pendant le sommeil. Y a-t-il des facteurs déclenchants? La fièvre, le repas, une stimulation quelconque, une description fine des phénomènes est nécessaire. Pour y arriver, il n'y a pas meilleur outil de nos jours qu'une vidéo prise par les parents. Le développement de l'enfant en développement psychomoteur avec une notion de régression ou de stagnation cognitive aussi est important à rechercher avec la notion de bon ou mauvais contact social ainsi que des interactions sociales réciproques. Là aussi, une vidéo importante en situation pour voir comment l'enfant se comporte dans sa famille. Un examen complet est nécessaire. Il faudrait évaluer le périmètre crânien à la recherche d'une macrocranie ou d'une microcranie, un examen neurologique complet, adapté à l'âge, rechercher une dysmorphie qui peut orienter vers une maladie métabolique, une organomégalie, un examen cutané doit être minutieux et l'examen oculaire avec notamment le fond d'œil. L'EEG est l'examen de choix. Il permet dans certains cas de poser le diagnostic, il permet dans d'autres cas d'orienter la classification. Il doit être indiqué systématiquement en cas de suspicion clinique. L'enregistrement chez le nourrisson doit être de sommeil de préférence ou de veille et de sommeil. Une polygraphie est également nécessaire avec la vidéo, le CG, l'électromyogramme et des capteurs respiratoires pour permettre de déterminer, de faire une bonne corrélation électroclinique. La durée de l'enregistrement à cet âge doit être au moins d'un cycle de sommeil complet. Classiquement, minimum 40 minutes, sinon 1 heure en fonction du cas et en fonction de l'enfant. Il faut reconnaître un EEG normal. Chez le nourrisson, ce n'est pas aussi simple que chez l'adulte, car le tracé physiologique évolue rapidement avec l'âge et les critères ne sont pas les mêmes que l'on soit chez le nourrisson, le petit, le nouveau-né, le nourrisson et le grand enfant. Donc, il faut connaître les spécificités. La maturation des rythmes de fond va également évoluer. L'apparition progressive des grapho-éléments du sommeil aussi est un élément à bien connaître et la lecture nécessite une bonne expertise. Les patterns caractéristiques de certains syndromes sont également importants à reconnaître, car devant un EEG caractéristique d'un syndrome, avec une seule crise, le diagnostic d'épilepsie peut être posé. Il s'agit donc d'une hypsarythmie, de suppression burst, de pointe-onde continue du sommeil ou état de mal électrique du sommeil ou de l'épilepsie absence. L'absence n'est pas une entité spécifique du nourrisson, mais comme l'EEG en est caractéristique, j'ai quand même décidé d'en parler.
Ici, on a l'ipsarythmie. On voit hein, le tracé de fond est très, très peu organisé, bien que certains n'arriveraient pas à voir, mais on voit un tracé totalement désorganisé. Et puis, à l'extrême droite de l'écran, vous avez cette pseudo-fragmentation. Il est désorganisé, on voit quelques éléments pointus, le rythme est, ouais, il y a pas mal de delta en aussi. Le tracé de suppression burst, comme on dit, suppression donc supprimer, burst, on va dire décharge, et une alternance de bouffées de grapho-éléments parocystiques suivi de tracés électriques plats ou quasiment plats, c'est-à-dire peu ou pas d'activité. Ici, il s'agit de 3 tracés de pointe-onde continue du sommeil, 3 tracés différents. On voit sur le tracé A, c'est un tracé avec des pointes-ondes bilatérales, pas réellement symétriques. Les éléments prédominent plutôt en centrale. Le tracé B, il est plus symétrique que le A. Et le tracé C, on a une asymétrie franche avec des éléments qui prédominent au niveau hémisphérique gauche. Et on parlait du tracé d'absence, j'ai choisi de le mettre pour visualiser le tracé caractéristique d'une absence bouffée de pointe onde à 3 Hz. Le début est presque brusque, la fin aussi presque brusque. Ici, on peut retenir une absence typique. Après avoir décrit les caractéristiques sémiologiques, aussi bien cliniques qu'électriques, on va faire un arrêt sur quelques syndromes spécifiques du nourrisson. Et on a choisi de parler des syndromes qui peuvent être associés à une gravité pronostique si le diagnostic n'est pas fait précocement et la prise en charge n'est pas précoce non plus. On a mis en premier, bien entendu, l'épilepsie à spasme infantile, anciennement syndrome de West. La clinique est celle de spasme épileptique, aussi bien en flexion qu'en extension. Euh, les spasmes en flexion sont dites l'enfant a une position, on dit position de Salame ou position du salut avec une flexion du tronc, une flexion des avant-bras sur les bras et des jambes sur les cuisses et les cuisses sur le bassin. Cette flexion est brève, elle est soutenue, la posture est maintenue, mais de façon brève. En général, elle survient à la fluctuation de l'état de vigilance, ou à l'endormissement, ou au réveil, euh, suivi de pleurs. Et sur le plan EEG, on a dit on a une hypsarythmie, même si la présence de l'hypsarythmie n'est plus indispensable pour déterminer une épilepsie à spasme infantile. Dans 80% des cas à peu près, l'étiologie est structurelle, une STB, une malformation corticale, des séquelles annexo-ischémiques ou une cause génétique. Cependant, à peu près 20% des cas d'épilepsie à spasme infantile restent d'étiologie inconnue. Le syndrome de Dravet, il est un peu plus rare que l'épilepsie à spasme infantile, mais il est également important à reconnaître d'entrée de jeu à cause du pronostic défavorable qu'il y a derrière. La présentation clinique inaugurale est souvent celle du nourrisson, jusque-là qui avait un développement normal avec des crises fébriles prolongées. Souvent, il s'agit d'hémiclonie.
Ces crises fébriles, et c'est une astuce que je tiens du professeur Moustapha Ndiaye. Alors, il dit, euh, il s'agit des fois même d'un nourrisson qu'on trempe dans un bain chaud, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire de la fièvre. Vous le mettez dans un bain chaud ou tiède qui élève un peu sa température et hop, il fait des crises. Et là, il faut penser à un drapé tout de suite. L'évolution va se caractériser par un polymorphisme progressif des crises. On va passer des myoclonies initiales à des absences atypiques, ensuite un tableau de crise focale avec une grosse photosensibilité et la régression cognitive est la règle. L'étiologie est une mutation du gène SCN1A qui est retrouvé dans plus de 80% des cas de syndrome de Dravet. Ce qu'il faut retenir du syndrome de Dravet, euh, c'est qu'il faut y penser tout de suite devant une crise fébrile prolongée et atypique dès la première année de vie de l'enfant. Il faut donc, dès qu'on y pense, confirmer le diagnostic par l'analyse du gène. Hum, C'est facile à dire en théorie, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, ce test génétique. J'ai essayé de le faire à Libreville et on est autour de 1 300 € pour faire réaliser le test depuis le Gabon et je pense que les prix doivent être les mêmes dans la majorité des pays qui ont besoin de faire ces tests et envoyer à l'extérieur. Donc là, l'intuition clinique devant la crise fébrile prolongée atypique est la règle. Le pronostic, c'est une pharmacorésistance. Important d'y penser en clinique, notamment chez nous, parce que la molécule la plus répandue après le phénobarbital, c'est le valproate de sodium. Et on voit ici que les molécules, les bloqueurs sodiques sont aggravants de la symptomatologie clinique. Il a été classé depuis 2022 comme syndrome étiologique spécifique. Après le syndrome de Dravet, on a l'encéphalopathie euh, développementale et épileptique précoce ou Early Infantile Developmental and Epileptic Encephalopathie. Anciennement euh, fait aussi bien du syndrome d'Ohtara que de l'encéphalopathie myoclonique précoce. Ces deux entités ont été regroupées dans ce nouveau, enfin, pas ce nouveau, dans ce syndrome. Et l'âge de début est autour de 3 mois. La clinique aussi, il s'agit de crise tonique, myoclonique, focale ou spasme, souvent séquentielle. L'évolution, souvent vers un syndrome de spasme infantile avec un pronostic très péjoratif. À l'EEG, on a des suppression bursts ou un tracé euh, très altéré, mais les présentations électrocliniques pour retenir vont varier selon le gène en cause. Les étiologies sont souvent génétiques, modification du gène KCNQ2, STXBP1, SCN2A et CDKL5, ou structurel ou encore métabolique. Le diagnostic génétique oriente le choix thérapeutique et le conseil génétique familial. Il a également été reclassé en syndrome étiologique spécifique dès qu'une cause précise est identifiée. Les explorations complémentaires permettant de retenir le diagnostic, mais le diagnostic étiologique de l'épilepsie, vont être dichotomisées en imagerie. Donc l'IRM qui va être la règle chez le nourrisson, c'est le gold standard, et en biologie. Et dans la biologie, on aura la biologie moléculaire à la recherche d'anomalies génétiques, les mêmes gènes
qui sont projetés l'ont déjà été, ou à la recherche d'une maladie métabolique, un désordre inné du métabolisme ou une maladie métabolique acquise. Il faut donc penser à une chromatographie des acides aminés, des acides organiques, le dosage et le rapport lactate-pyruvate est essentiel à faire quand c'est possible parce que ces examens ne sont pas toujours accessibles dans nos régions. Une ponction lombaire peut orienter avec une glycorachie le dosage des neurotransmetteurs si on a une suspicion évocatrice, comme notamment dans le cas des encéphalites à NMDA, ou une pyridoxino-dépendance. Il faut y penser en cas d'état de mal épileptique précoce, souvent chez le nouveau-né ou le nourrisson autour du premier mois. En cas d'état de mal épileptique, pensez même à l'aveugle à une épilepsie par carence à pyridoxine. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. On l'a dit, on n'a pas abordé les aspects thérapeutiques. On a fait un focus sur le diagnostic. Et en message, nous insistons sur le fait que le diagnostic différentiel est large. La vidéo apportée par les parents est souvent très utile. Le EEG de veille et de sommeil sont au même titre que la vidéo, des outils essentiels parce que dans certains cas, le EEG à lui seul permet de retenir un diagnostic syndromique. La sémiologie des crises du nourrisson est souvent frustre, contrairement à la sémiologie des crises chez le grand enfant ou chez l'adulte. Elle est peu latéralisée et elle est facilement méconnue. Certains syndromes constituent une urgence diagnostique. Le spasme infantile, le syndrome de Dravet. Une démarche étiologique systématique avec une IRM cérébrale, une analyse génétique orientée est indispensable dans l'épilepsie du nourrisson et la prise en charge en est multidisciplinaire. Nous terminons par cette pensée de Maya Angelou qui dit Do the best you can until you know better. Then, when you know better, do better again. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Merci. Merci, docteur Michel Arnaud, pour la présentation qui nous a permis de revoir l'épidémiologie de l'épilepsie en Afrique, le gap sur la prise en charge, la classification de 2022 qui nous permet en trois axes des nouvelles recommandations pour les changements des noms des syndromes épileptiques, les diagnostics différentiels et puis l'intérêt d'un examen complet pour la prise en charge et aussi d'avoir revu les principaux syndromes épileptiques graves du nourrisson. Donc, il y a quelques questions qui sont dans le chat et puis je vais essayer de les lire et puis vous allez répondre au fur et à mesure. Donc, la première question vient du docteur Nuhum Djidjange qui demande, devant une crise épileptique du nourrisson, comment orienter le diagnostic syndromique à partir de l'âge de début, du type de crise, des anomalies EEG, pour ne pas méconnaître une encéphalopathie épileptique ou développementale? Toujours venant le docteur Nouroun, il demande également de savoir quels sont les signes d'alerte pour poser précocement le diagnostic du syndrome de Dravet. OK, merci, docteur Tiffany. Merci au docteur Nougoum. Alors, je réponds par la dernière, la deuxième question qui me semble plus courte et donc plus facile à aborder. Syndrome de Dravet, on a dit crise partielle, d'accord, prolongée, atypique. Crise fébrile, partielle, prolongée, atypique. On a dit que les phénomènes peuvent varier dans l'évolution, mais au début, il faut retenir
euh, cette crise fébrile du nouveau-né dès le premier mois qui va être prolongée et atypique. Et j'ai pris cette astuce donnée par mon maître, hein, le professeur Moustapha Ndiaye, qui nous expliquait lors de notre formation que le nourrisson n'est même pas obligé d'être fébrile. S'il est trempé dans un bain chaud avec une élévation brusque de sa température, il va faire des crises. Donc là, ce sont des éléments, surtout qu'on n'a pas de biologie moléculaire à portée de main, ce sont des éléments cliniques qui nous sont précieux et qui nous permettent d'y penser très tôt. Y penser très tôt, ça va également nous permettre derrière, quand il va s'agir de la prise en charge, de sélectionner ou donc éviter les médicaments dits aggravants comme les bloqueurs sodiques. Ça, c'est pour Dravet. Alors, la question sur la conduite diagnostique devant une épilepsie du nourrisson, mais la réponse est dans la question en fait. Euh, il faut partir du- de tout ce qui est conceptuel en termes de définition. Est-ce que la manifestation est bien épileptique ou non épileptique? Donc, d'emblée éliminer ce qui ne l'est pas. Quand on a éliminé ce qui n'est pas une épilepsie et que la manifestation est dite épileptique, il faut euh, partir sur des données comme l'occurrence, la période de la journée où les crises arrivent, la fréquence, euh, le caractère associé ou non à une inflexion ou une stagnation cognitive, les antécédents du nourrisson, aussi bien personnels que familiaux. Et sur la somme de tout ceci, rester sur la structure de la classification de 2017. Donc, on aura retenu le type de crise, on en aura fait euh, un syndrome in fine et on le dénomme, il sera dénommé et on proposera un traitement. Je pense que la question est bien posée parce qu'elle retient tous les éléments nécessaires à la démarche diagnostique et donc la réponse aussi est dans ces éléments qui ont été précédemment cités. Toujours s'agissant du Dravet, est-ce qu'il y a le pattern EEG pour évoquer un syndrome de Dravet? Ça nous vient du docteur Nada Ben Kiran. Non, merci, docteur Ben. L'EEG n'est pas spécifique. L'EEG n'est pas spécifique, surtout qu'après, il y a une modification phénoménologique. Donc, l'EEG peut également être modifié. L'EEG n'est pas spécifique. Si on a un Dravet avec des absences atypiques, on aura un pattern d'absence atypique. On peut avoir, quand c'est très tôt, un EEG avec un suppression burst, mais c'est rare d'ailleurs. On peut avoir un EEG avec des grapho-éléments pathologiques non spécifiques. Docteur Ndombé du Cameroun vous a posé 4 questions. Elle ne comprend pas bien la notion d'encéphalopathie développementale, les conséquences de l'épilepsie ou bien une valeur de manifestation épileptique. Également, la différence clinique entre une spasme et une myoclonie, l'intérêt du FOD dans l'examen général du patient épileptique et enfin les molécules efficaces dans le syndrome de Dravet. OK, merci, docteur Doumbé. Euh, la première question, c'était qu'elle n'avait pas compris. Elle n'a pas compris la notion d'encéphalopathie développementale. D'accord. Antérieurement, on parlait d'encéphalopathie épileptogène ou d'encéphalopathie épileptique, euh, avec un concept pas bien clair, mais qui voulait que l'encéphalopathie épileptique était une encéphalopathie liée à l'épilepsie elle-même. C'est-à-dire que c'est l'épilepsie qui allait être responsable du déclin cognitif. Et l'encéphalopathie épileptogène était une encéphalopathie euh, qui était due à une autre lésion, aussi bien structurelle, infectieuse, métabolique, cérébrale, qui allait être à l'origine d'une épilepsie.
Dans l'encéphalopathie développementale avec épilepsie, on dit ici que l'encéphalopathie est aussi bien due à l'activité épileptique elle-même qu'à l'étiologie de l'épilepsie. Donc, on ne dissocie plus ici les deux. Merci, docteur Et, Michel Arnaud. et il y a eu Différences cliniques. entre un spasme et une myoclonie. Oui, alors on dit la myoclonie, j'ai essayé de chercher l'image la plus claire où on a parlé de comme une décharge électrique, c'est-à-dire qu'on aura un mouvement bref, mais qui va entraîner un déplacement du membre, d'accord, mais sans caractère soutenu, alors que le spasme aura le même caractère euh, soudain, mais avec une posture soutenue, bien que brève. Et donc, le spasme, on aura, enfin, la myoclonie, on aura cette espèce d'embolée. Et le spasme, on aura ce déplacement bref et soutenu. L'intérêt du fond d'œil dans l'examen somatique de l'épilepsie et enfin les molécules efficaces dans le syndrome de Dravet. Alors, Dravet, on commence par la dernière, pharmacorésistant, mais il y a des molécules aggravantes et les molécules aggravantes sont les bloqueurs sodiques. Oui, on voit donc bloqueur sodique aggravant. Maintenant, pharmacorésistant. Et comme toutes les épilepsies pharmacorésistantes, la prise en charge va s'articuler souvent autour du vigabatrin si ça marche, c'est tant mieux. Souvent autour du régime cétogène, souvent autour des deep brain stimulation ou des stimulations du nerf vague. Ça, c'est pour la prise en charge. Maintenant, l'intérêt du faux deuil. L'intérêt du faux deuil, c'est pour compléter l'examen somatique. Parce que dans les maladies métaboliques, dans certaines maladies métaboliques, on va avoir des, euh, des maladies qui vont euh, atteindre aussi bien l'œil que le cerveau. L'œil, le cerveau et le muscle. C'est on dit muscle, eyes and brain disease. Ok, donc, docteur Nawet veut savoir, est-ce qu'on peut parler de syndrome de Dravet sans régression psychomotrice? Classiquement, euh, classiquement, non. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, pardon, c'est que le développement, la régression psychomotrice évoquée, peut être évoquée hein, par l'entourage, par le praticien, mais doit surtout être confirmée par un bilan neuropsychologique précis. Et en général, même quand euh, au premier abord, on n'a pas de régression, quand l'enfant grandit et que les besoins cognitifs sont plus importants, il y a des déclins qui peuvent se voir. Mais classiquement, le Dravet, on l'a dit, est de mauvais pronostic sur le plan cognitif. La dernière question nous vient du Gabon par docteur Mialou Dama qui veut savoir comment distinguer cliniquement les types d'épilepsie myoclonique du nourrisson. Ah, bonsoir Karl, comment ça va? Comment distinguer cliniquement les types d'épilepsie myoclonique du nourrisson? Oui, yeah. Euh,
Alors, comment distinguer cliniquement? J'aurais dit les types de myoclonie, parce que le nourrisson va avoir différents types de myoclonies. Euh, il y aura des myoclonies épileptiques et non épileptiques. Ça, on l'a vu, c'est dans le diagnostic différentiel, facile à distinguer. Et maintenant, les épilepsies myocloniques, il y en a qui vont s'articuler autour d'un syndrome épileptique, d'une encéphalopathie, et donc l'examen clinique complet avec le bilan cognitif sont importants. Et il y en a qui vont être dans ce qu'on appelle des épilepsies autorésolutives, autolimitées. J'espère avoir bien répondu à la question de Carl. Docteur Tiffany? Nous n'avons plus de questions dans le chat pour vous. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre contribution ce soir pour la formation des jeunes neurologues que nous sommes. On a beaucoup appris de votre présentation. Et avant de terminer le webinaire, il y a une petite information que j'aimerais passer. Ah, allô, on n'entend plus. Oui, cela concerne en fait le projet Global Health in Epilepsy, qui fournit un registre des projets d'épilepsie existants dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale et d'autres régions du monde. Il identifie donc les informations telles que les emplacements du projet, les partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement et les besoins en bénévoles. Donc, la base de données est rapide et facile à remplir et en soumettant ces informations-là sur votre projet, vous contribuez également à la bonne compréhension des efforts déployés dans le monde entier pour réduire les cas de traitement de l'épilepsie. On a vu en début de la présentation qu'il y a un gros écart entre ceux qui sont épileptiques et ceux qui sont effectivement traités contre l'épilepsie. La base de données nous donnera donc l'occasion d'apprendre des autres, d'explorer les opportunités de collaboration qui peuvent exister et renforcer le travail propre de chacun ainsi que dans son secteur. Et de plus, la base de données permettra aux personnes de différents domaines tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif ou les philanthropes de se renseigner sur les efforts existants tout en offrant un moyen de s'engager. Et avant de terminer, il y aura une diapositive avec un QR code pour recevoir le certificat de participation à ce webinaire. Veuillez scanner pour obtenir votre certificat. Donc, on vous remercie pour votre présence à ce webinaire et on vous dit à la prochaine.